C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons-les par cette information brève. Le gouvernement congolais est ouvert aux discussions mais exige au préalable les départs des militaires de l'armée rwandaise du territoire de la République démocratique du Congo. A indiqué mardi le vice-premier ministre congolais en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, à madame Adja Labib, ministre belge des affaires étrangères en séjour à Kinshasa. Le Rwanda est là avec ses militaires. Nous, gouvernement, nous sommes ouverts aux discussions, mais le Rwanda doit au préalable quitter les sols congolais, a-t-il déclaré. Changeons d'information en parlant à présent sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il est tenu à la fonction publique une réunion de change entre les gouvernements représentés par les vice-premiers ministres en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, et les banques syndicales des régies financières représentées par l'intersyndicale des dites régies pour discuter sur la situation d'accumulation d'arriérés de paiement de la prime de rétrocession de ces régies financière. À l'issue de cette réunion, le gouvernement s'est engagé à empirer tous les arriérés des rétrocessions suivant un calendrier convenu par les deux parties. C'est un atterrissage en douceur qui a caractérisé la réunion d'harmonisation et de concertation entre le gouvernement de la République, représenté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liao, et l'intersyndicale des régies financières sur la situation relative aux arriérés de paiement de la prime de rétrocession en faveur des régies financières. Après plusieurs heures d'échange, les deux parties ont procédé à la signature du procès verbal reprenant les engagements, notamment celui relatif à l'appurement de tous les arriérés de paiement de la rétrocession des mois de janvier et février 2024 et de rendre effectif le paiement de mois de mars et avril suivant le calendrier réaliste. Le vice-premier ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a martelé sur la volonté du gouvernement congolais de maintenir la paix sociale au sein des régies financières en confirmant qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue social pour la résolution de tout différend. Il n'y a pas d'équation impossible à résoudre. Là où il y a une réelle volonté de pouvoir aller de l'avant. Et le président de la République, chef de l'État, accorde une place de choix au dialogue. C'est le dialogue qui permet à ce que les responsables puissent se regarder et puis se dire, ben tiens, alors telle contrainte, telle situation peut engendrer effectivement tel ou tel autre état, mais c'est quoi les perspectives? C'est quoi le chemin que nous traçons pour que le droit des uns et des autres ne soit pas lésé? Pour assurer le suivi de leurs engagements respectifs, les deux parties ont convenu de mettre sur pied un comité restreint qui devra formuler des propositions en rapport avec d'autres questions soulevées au cours de la réunion et le président de l'INAP, Fidel Kiangui, s'est dit optimiste pour la suite du processus au regard de la volonté politique affichée par le gouvernement congolais. Nous avons abouti à une solution concertée et nous demandons aux agents de vaquer librement à leurs occupations en attendant de voir l'accomplissement de ce que nous avons convenu. Donc au courant du mois d'avril, nous aurons 2 rétrocessions et au courant du mois de mai, nous aurons 2 rétrocessions. Face à la situation sécuritaire qui sévit dans la partie est du territoire national, laquelle nécessite une mobilisation accrue des recettes afin de donner à l'État les moyens de sa politique, les deux parties ont exprimé tout leur soutien au FARDC ainsi qu'à leur commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue d'un rétablissement rapide de la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République. Vous venez de suivre un élément de Daniel Kitenge. Poursuivant cette édition du journal, l'honorable Diabanza Mwananene était sur terrain ce week-end pour échanger d'abord avec la structure Bonsomi IDPS dans la commune de Lemba, puis à Matete où la plateforme Moamba et l'ASBEL qui porte son nom ont organisé des échanges autour du développement de la nation. L'honorable Diabanza a initié plusieurs. Daniel Kitenge nous en dit plus. Une conférence débat a été organisée par la structure Bosomi IDPS dans la commune de Lemba avec comme thème la mise en place des principes managériels pour la bonne gouvernance. Au cours de cette conférence, l'honorable député provincial Diabanza Mwananene, invité dans cette conférence, a répondu à plusieurs préoccupations de la population. Il nous faut réellement notre responsabilité en main, non en devenant criminel, mais en revendiquant nos droits. C'est ce que nous devons faire.
Là, c'est pas un téléphone. 3 heures d'une veille seule, c'est pas un téléphone. Chacun d'entre nous déjà est victime. Le prophète le dit avec sa femme. Imaginez-vous, s'il était seul, il pouvait mourir. Mais avec maman, qu'est-ce qu'il va faire? N'a jamais Superman, il va lui dire toi, j'ai pas protégé ma femme. Là, on se voit. Continuant sa série d'échanges avec la population, l'honorable Edia Banza s'est rendu dans la commune des Matete où il a été invité par la plateforme des Boumouamba et l'association sans but lucratif qui porte son nom, un échange qui a tourné sur le changement des mentalités. Dans sa prise de parole, l'honorable Edia Banza a épinglé plusieurs points, notamment instaurer les salongo dans la commune des Matete. Et vous combattez, mais ma tête est pour moi. Ma tête est pour moi. Il faut pour moi. Et pas pour moi. Nous voyons un école pour la macha. À vous battre maintenant pour voter. Na ma tête est pour moi. Pour battre la TAC et vous allez voir ma tête. Pour boire la plastique, na fou. Et vous allez voir. Signalons que l'honorable Edia Banza n'a pas fini de mener des actions communautaires pour le développement de la commune de Matete. Changeant de registre, un partenariat a été signé entre JA Africa et IMCA pour former plusieurs jeunes sur le leadership et l'entrepreneuriat. Selon Betty Mundu, président national de IMCA, la jeunesse reste à la base du développement d'un pays. Daniel Kitenge nous en dit plus. Un partenariat a été signé ce mercredi 10 avril 2024 entre JA Africa et IMCA autour de l'encadrement sur le renforcement des capacités dans le leadership et l'entrepreneuriat. Un organisme international qui s'intéresse aux jeunes, qui s'étend dans le monde entier. Former des jeunes en République démocratique du Congo et les accompagner dans leurs projets tels les partenariats signés entre JA Africa et IMCA. À la sortie de cet échange, le président national de IMCA, Betty Mundu Feti, est revenu sur les enjeux de ces partenariats. Je m'appelle Mundu Feti Bati. Je suis le président national de l'association Young Christian Association qui s'appelle IMCA. Nous sommes venus parce qu'il y avait une activité de Junior Africa. C'est une association internationale qui est arrivée, qui a signé un contrat de partenariat avec nous, IMCA RDC. Nous, IMCA, nous sommes Young Christian Association. Nous sommes installés ici depuis 2 ans. Et tel que JA Africa est arrivé avec des visions qui sont similaires avec nous et les mêmes pour que nous fassions un partenariat. Donc nous sommes dans un partenariat qui a conduit à ce que nous ayons cette activité. Bien entendu, la formation est sur pour la RDC entière. Nous avons commencé avec la ville province de Kinshasa. Bien entendu, nous allons aller dans le Congo profond parce qu'il y a des jeunes partout et nous allons atteindre, il y aura même des jeunes possibles sur toutes les parties de la RDC. Notre visée, c'est la jeunesse. Vous savez, aujourd'hui, même dans la vision chef de l'État, il a dit que les jeunes restent au centre parce que c'est les jeunes qui constituent les mobiles de développement de la nation. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de viser la jeunesse pour que la jeunesse soit formée et avec les idées qui peuvent être réalisées, ces idées-là va dans le sens du développement de la RDC. Signalons que la formation se donnera dans toute l'étendue du pays. Personne ne fera effort pour participer à la formation des JA. Personne. Parlons religion, après un mois de jeûne, le musulman célèbre la fin du Ramadan ce mercredi 10 avril. Une clôture qui a vu les musulmans se réunir dans plusieurs endroits de la capitale congolaise pour une prière finale et une réjouissance pour tout le monde, les détails avec Elzingala. Après la rupture du Ramadan, mardi 9 avril, au moment du coucher du soleil, le musulman célèbre ce mercredi 10 avril la fin du Ramadan qui est considéré comme le mois de la charité, un moment de célébration, de partage et de pitié. L'un des cadres de cette religion est revenu sur la clôture du Ramadan. En tout cas, je président me merci parce que le Ramadan, Nzambe akeli biso mokili apesi biso 12 mois. Na 12 mois apesi biso 11 mois ya basentiment na biso mokili. Apesi mois moko oyo mopaya sacrifice na ye parce que na mokili oyo nde tokotama
basentiment tozalaka na yango droit ya nzambe mpe ezali po to reconnaître ye bénéfice na ye tokotami na mokili bénéfice ya nzambe eza nini donc eza kokumisa ye kosakrifie batemps oyo ya babesoin oyo asengi na biso oyo ezali ramada oyo bamisa bakangaka ya 30 jours nzambe apesi biso makasi tobanyango na evangeli mpe tokomi na suka lelo babengo mbolo ya idi oyo toyo kofete bandeko na biso bamusulman na bachrétien ensemble po eza feti oyo tofetaka yango ensemble na bamusulman na banon musulman. Les festivités débutent généralement par une prière collective matinale suivie de grands repas en famille, de cadeaux et de visites aux proches. Les musulmans le plus pieux peuvent également pratiquer 6 jours de jeûne supplémentaires après cette fête. Rendons-nous en province des actes forts pour un Haut-Katanga uni et fort avec le gouverneur Jacques Kaboula, acte 24. À Lubumbashi, les tunnels Belair remis à neuf, impraticables durant quasiment plus d'une décennie et victoire sur ces canalisations d'eau longtemps bouchées par des déchets. Venir au Belair était un casse-tête, mais là on passe facilement. Jacques, c'est quelqu'un à encourager, il fait un bon travail et cela va durer. Les oufs de soulagement de Louchois suivez. Il est désormais fluide et agréable le trafic sous le tunnel Belair après un mois de travaux de réhabilitation totale de la chaussée et de débouchage complet des caniveaux et du collecteur. Les canaux étaient hors usage depuis de nombreuses années sur plusieurs kilomètres. L'accès au centre-ville de Lubumbashi n'est plus un calvaire pour les habitants de Kampemba, Rouachi et annexes. Les travaux initiés par le gouverneur de province Jacques Kaboula Katwe ont abouti à de profonds changements. Avant, aux heures de pointe, il fallait 3 ou 4 heures pour aller ou revenir. C'est une très bonne chose et nous remercions vraiment les autorités pour ça. Venir au Belair, c'était un casse-tête, mais là, on y passe facilement. Puis la route qui était vraiment en un état là de délabrement. Et là maintenant, comme le tunnel est arrangé comme ça, là nous pouvons y aller facilement. Ça nous remercions les autorités pour ça. En tout cas, bravo, bravo, bravo. C'est dit jamais vu ici vraiment parce que quand l'œuvre est bien faite, nous devons toutefois acclamer et remercier. Et puis, nous demandons au gouverneur de continuer avec la même allure. Oui, c'est quelqu'un encouragé. C'est quelqu'un encouragé pour ne pas polémiquer là-dessus. Il fait un bon travail. Et bien, on est quand même le travail qu'il fait, ça va durer. Là, vraiment, ça promet. C'est quelqu'un encouragé vraiment. Aoumela, Wandani, Aoumela vraiment. Pendant ces temps, les travaux se poursuivent à 2 niveaux. Les passages piétons sont également réaménagés. L'entrepreneur Roulco, qui exécute le projet sous la supervision de l'Office des voiries et drainage, travaille aussi à moderniser la chaussée de Kassinga. Elle sera élargie du rond-point Bakoa jusqu'à la Rouachi. D'une province à une autre dans les Sud Kivu, la base militaire du contingent chinois de la MONUSCO basée à Asmar dans les territoires des Kabaré a été fermée et remise aux autorités congolaises ce mardi 9 avril 2024. Au total, 220 casques bleus du contingent chinois ont quitté les Sud Kivu. La cérémonie de retrait de ces éléments onusiens et fermeture de cette base est intervenue en présence du gouverneur intérimaire du Sud Kivu, Marc Malango. Suivez. Après plus de 20 ans de service en République démocratique du Congo, les casques bleus du contingent chinois de la MONUSCO quittent le pays mardi 9 avril. La mission onusienne a organisé en leur hommage au camp des contingents chinois d'ingénierie à la périphérie de Bukavu au sud Kivu, une cérémonie pour saluer leur contribution à la consolidation de la paix et de la sécurité dans la province du sud Kivu où ils étaient déployés. Leur départ marque une étape importante dans les désengagements de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, initié début janvier 2024. Depuis 2003, le contingent chinois a contribué à renforcer les infrastructures de la province grâce à une série de projets, dont l'achèvement de plus de 580 projets d'ingénierie, la réparation de 1880 km de routes, la réhabilitation de plus de 80 ponts et la construction de 20 héliports. Leur contribution a facilité la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO dans la région.
Restant dans la même province, des engagements de la MONUSCO du Sud Kivu, les gouverneurs intérimaires de cette province, Marc Malango, saluent les travaux de casques bleus chinois qui ont quitté cette province mardi après 20 ans de service de leur contingent. Marc Malango les a remerciés pour leur participation à la construction de la paix. Pendant plus de 2 décennies, les différents contingents chinois qui se sont succédés ont contribué considérablement et sans relâche non seulement à la restauration de la paix, mais aussi au développement local par la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières et d'intérêt communautaire, ainsi que dans le secteur médical. C'est donc à juste titre et d'une façon méritée que ces vaillants casques bleus recevront les médailles en guise de reconnaissance pour divers sacrifices qu'ils ont consentis en faveur de notre pays en général et notre province de Sud Kivu en particulier. La population du Sud Kivu restera reconnaissance de cette œuvre grandiose d'amour, d'amitié, de fraternité et, je le souligne bien, d'humanisme. Prenons cette information au-delà de nos frontières, réforme de la politique migratoire de l'Union européenne. Les eurodéputés se prononcent ce mercredi 10 avril lors d'un vote final sur la réforme qui durcit le contrôle des arrivées aux frontières du bloc et met en place un système de solidarité entre États membres. Suivez. Lutter contre l'immigration illégale. C'est l'ambition du pacte européen sur la migration et l'asile. Premièrement, il prévoit de renforcer et accélérer les contrôles aux frontières de l'Union européenne, avec notamment un premier filtrage. Objectif, déterminer en 7 jours maximum si la personne sera orientée vers une procédure d'asile ou renvoyée dans son pays d'origine. Après ce premier filtre, les migrants qui ont statistiquement le moins de chances d'obtenir le statut de réfugié de par leur nationalité par exemple, seront orientés vers une procédure dite à la frontière. L'étude de la demande peut alors durer jusqu'à 12 semaines. Durant ce temps, le demandeur pourrait être placé en détention. La réforme prévoit aussi d'accroître la solidarité entre les 27 pays de l'UE. Un mécanisme sera créé pour soulager les États confrontés à une pression migratoire trop forte, à l'instar de l'Italie. Concrètement, au moins 30 000 demandeurs d'asile par an seront transférés des pays sous pression vers les autres. Un État qui refuse devra verser 20 000 € de compensation à son partenaire pour chaque personne non relocalisée. En cas d'afflux massif de migrants, comme en 2015 et 2016, un régime dérogatoire moins protecteur pour les demandeurs sera mis en place. Les délais d'enregistrement et les procédures à la frontière extérieure de l'Union pourront être allongés. Au contraire, les apatrides et ceux qui ont peu de chances de bénéficier d'une protection seront plus facilement renvoyés dans leur pays d'origine. Enfin, c'est peut-être la mesure la plus controversée. La Commission européenne veut intensifier les accords de réadmission avec les pays tiers par lesquels transitent les migrants, comme ceux conclus avec l'Égypte, la Turquie ou encore la Libye. Objectif, faciliter le retour des personnes n'ayant pas obtenu l'asile. Prenons cette information en Russie avant de boucler complètement cette édition du journal. Plusieurs régions du sud sont toujours confrontées à des fortes inondations. Malgré l'état d'urgence à ORSK, des manifestations ont éclaté pour critiquer la mauvaise gestion des autorités. Suivez. Ils ont bravé l'état d'urgence, ils ont aussi bravé l'interdiction de manifester. Devant la mairie, ces habitants demandent des comptes aux autorités. On s'entraide, quelles que soient les tensions que nous connaissons. Mais on ne peut pas en dire autant de notre administration. Ce n'est pas seulement une honte. Pour l'administration, ils doivent être démis de leurs fonctions et emprisonnés. La cause de cette colère, les eaux qui ne cessent de monter. Résultat, des milliers d'habitations ont été inondées, certaines jusqu'au toit. Impossible de se déplacer autrement qu'en bateau pneumatique, ce qui complique les opérations de sauvetage. Par endroits, il a même fallu dépêcher des tractopelles pour creuser des tranchées et faciliter le passage. N'ayez pas peur de quitter vos maisons. La police et les sauveteurs patrouillent dans les zones inondées pour empêcher les pillages.
L'eau peut arriver la nuit. Vous mettez votre vie et celle de vos proches en danger. Pour l'heure, plus de 6500 personnes ont été évacuées et ont trouvé refuge dans des centres d'hébergement, comme dans cette école. Il y a beaucoup de personnes touchées. Hier, nous avons reçu une aide humanitaire de Novoursk. C'était un camion de nourriture. Depuis vendredi, la situation fait boule de neige. La hausse des températures a entraîné une fonte des neiges. Les pluies ont aggravé la situation si bien qu'une digue s'est rompue. Le fleuve Oural est alors sorti de son lit et a inondé toute la région. Les autorités parlent déjà de la pire catastrophe naturelle du pays depuis 80 ans. Et ce n'est pas près de se calmer. Les prochaines heures seraient les plus critiques. C'est par cette information en Russie que nous bouclons complètement cette édition du journal qui a été supervisée par Pépé Rachidi et derrière la caméra, Elise Ngala. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.